Et dans Punchline, on va s'intéresser à ce qui se passe à gauche, du côté d'Anne Hidalgo. Elle est en campagne, elle aussi, pour le Parti socialiste. Écoutez ce qu'elle a dit à propos de sa détermination à être candidate jusqu'au bout. Je dis que je vais jusqu'au bout parce que je vais jusqu'au bout, mais surtout parce qu'il y a autour de moi une force nouvelle, des femmes et des hommes, des élus, une équipe de France des maires que j'ai rassemblée, et aussi le Parti socialiste. Vous savez, le Parti socialiste qui en 2017 a connu une défaite extrêmement dure, qui a eu du mal à se relever, qui est là, des femmes et des hommes, des militants partout sur le territoire. Et là, nous partons à la reconquête. La remontada façon Anne Hidalgo, Louis de Ragnel, avec quand même dans les sondages une tendance à ne pas progresser très rapidement, on va dire. Voire à stagner, voire à chuter légèrement, parce qu'elle est entre 4 et 7% dans les meilleurs sondages, ce qui est quand même extrêmement faible. Et puis il y a même le risque, en fait, que je pense que ce serait historique, que pour la première fois dans l'histoire, le candidat ou la candidate à la présidentielle investie par le PS n'ait même pas le remboursement de ses frais de campagne. Enfin, c'est assez dingue. Nicolas Dupont-Aignan a fait plus de voix, je pense, à la dernière élection qu'Anne Hidalgo n'en fera à la prochaine. Et du coup, on voit bien qu'elle essaye de... On verra. Non, je dis, c'est une possibilité. Les paris sont pris. Les paris sont pris. Non, mais après, elle peut remonter. Mais on voit bien qu'elle essaye surtout de s'auto-convaincre, là. Elle emploie des mots, je ne sais pas si elle est habitée par les mots qu'elle prononce. Mais ce qu'on observe quand même, voilà, c'est quand même très compliqué. Aujourd'hui, la France est clairement à droite pour des raisons en fait assez simples, parce qu'il y a un certain nombre de sujets qui n'ont pas été réglés pendant une trentaine d'années. On en a parlé tout à l'heure, c'est des sujets globalement de sécurité, d'immigration. Et pour traiter ces sujets-là, les Français ont plutôt confiance. Quand vous regardez le panel, dans les politiques qui vont de Emmanuel Macron à Marine Le Pen. Voilà. Oui. Et donc pour la gauche, c'est extrêmement compliqué d'émerger, d'essayer de proposer un projet. Et je pense, là pour le coup, c'est de l'indulgence vis-à-vis d'Anne Hidalgo. Quand bien même le PS aurait un excellent projet qui parle aux électeurs de gauche, je suis même pas sûr que ça fonctionnerait, précisément en réalité du diagnostic et de l'état de la France sur les questions de sécurité et d'immigration, qui sont quand même au cœur, c'est le déterminant. Alors parfois, effectivement, le pouvoir d'achat aussi s'invite dans la campagne, mais ça, pour le coup, ça concerne tous les candidats, quelle que soit la couleur politique. En revanche, voilà, les plus crédibles pour la sécurité et l'immigration, c'est globalement la droite et le centre-droit. Et pourtant, Geoffroy Lejeune, il y a une partie de la gauche qui s'est emparée de ces thèmes régaliens, qui écrante, on pense... Manuel Valls quand il était en politique, mais ce n'est pas ce courant-là qu'incarne Anne Hidalgo aujourd'hui. Pas du tout. Déjà, Manuel Valls, mais il y en a d'autres, Julien Drey, Amin El-Khetmi, le président du Printemps républicain, des gens qui viennent du Parti socialiste, aujourd'hui sont accusés d'être d'extrême droite par les gens comme Anne Hidalgo. Donc c'est pour vous dire à quel point déjà il y a une rupture entre ces deux gauches, en fait, qui avait d'ailleurs été théorisée par Manuel Valls lui-même quand il était Premier ministre. Il avait dit, voilà, il y a des fameuses deux gauches irréconciliables. Je pense que c'est une longue agonie, en fait, qui a commencé à ce moment-là. C'est très intéressant. D'ailleurs, le Parti socialiste, quand il arrive au pouvoir sous François Hollande, est confronté en fait à un choix idéologique, c'est comment est-ce qu'on s'accommode de l'économie de marché. François Hollande a gagné son élection présidentielle notamment en promettant de taxer les riches, parce que c'est un marqueur de gauche, etc. Et puis il a fait une politique plutôt pro-entreprise à partir de sa deuxième année de mandat. Et une partie de la gauche très minoritaire s'est détournée de lui à cause de ça. Il y a eu ça paraît de la préhistoire, mais c'était quand même vrai, les frondeurs qui lui ont un peu pourri son mandat. Ça s'est traduit par la victoire de Benoît Hamon à la primaire de la gauche, et Benoît Hamon a été le premier à emprunter ce chemin. Et donc le PS, dans une forme de logique suicidaire, continue avec cette radicalité. Alors moi j'ai rien contre la radicalité dans l'absolu, mais alors là c'est vraiment une radicalité qui mène nulle part, tout en étant moins compétitif sur ce terrain-là que ne l'est Jean-Luc Mélenchon, qui a commencé il y a plus longtemps, ou sur le terrain de l'écologie, Yannick Jadot qui incarne l'écologie politique. Donc je ne vois pas où est la solution. Et vous ajoutez à ça le fait qu'il y a beaucoup de comment dire, allez je vais être gentil, je veux dire des bourdes, mais en fait des choses extrêmement ridicules dans la bouche d'Anne Hidalgo. On a quand même entendu dire j'irai jusqu'au bout parce que j'irai jusqu'au bout, et puis aujourd'hui elle fait rire tout le monde parce qu'elle se plaint sur les réseaux sociaux de la robotisation du monde devant une machine pour vendre des tickets de TER qui existent depuis une trentaine d'années. Bref, ça commence à ressembler un peu à une farce. Alors Pierre Licia, qui va faire de la nuance, j'imagine, sur Anne Hidalgo. Si vous me permettez, vu la teneur de notre plateau, de notre studio ce soir, si vous me permettez, je vais justement essayer de nuancer tout ça. Très bien. D'abord, moi, je ne me satisfais pas de la Nicolas Dupont-Aignanisation de la gauche en France, si vous me permettez ce néologisme, c'est-à-dire une gauche à moins de 5%. Parce que je crois qu'en France, on a besoin d'avoir une gauche républicaine forte. Et ce champ que laisse la gauche et que laisse le Parti socialiste, il est comblé par d'autres. Ce vide politique, il est comblé par d'autres forces qui ne sont pas franchement des forces républicaines de gauche. Donc ça m'inquiète. Vous pensez à qui? À la France Insoumise?
la France insoumise, une partie des écologistes, qui à eux seuls occupent une grande partie de l'espace politique à gauche. Et effectivement, les socialistes que vous avez cités, que sont Manuel Valls, que sont Amin El Khatmi, que sont d'autres que l'on voit aussi, Julien Drey, que l'on voit aussi, qui est toujours d'ailleurs membre du bureau national du Parti socialiste, la plupart de cette tendance politique-là, on va dire strauss-kahnienne, aujourd'hui, elle a plié bagages depuis 2017. Elle n'a pas suivi Benoît Hamon, elle est partie chez Macron, pour une bonne partie. Mais je pense qu'on a besoin d'avoir une force politique de gauche républicaine, j'insiste, républicaine, même si on n'est pas d'accord sur tout, forte et puissante. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, bon, déjà, Anne Hidalgo, j'ai envie de dire, on ne tire pas sur une ambulance. Elle a ironisé par le passé sur mon propre score aux élections municipales. Je me garderai bien de faire de même pour elle, parce que je pense que l'histoire nous réserve bien des surprises. Et puis par ailleurs, j'ai connu par le passé, et nous avons tous connu par le passé, des candidats qui ont commencé à 3%, qui ont commencé à 5%. François Fillon, 3 semaines avant la primaire en 2016, qui était à 5%. Tout le monde me regardait en explosant de rire, en disant qu'il n'avait aucune chance. Au final, il a coiffé tout le monde au poteau. Donc attention, les campagnes électorales sont faites précisément pour avoir une confrontation d'idées, de projets. Là où effectivement, je ne vais pas pouvoir défendre Anne Hidalgo, j'ai tenu, mais je ne vais pas pouvoir la défendre beaucoup plus longtemps, c'est que à la fois sur le fond, sur la forme, il n'y a rien qui va, et surtout, elle a un bilan qui parle pour elle-même. Elle a un passif. Son bilan aujourd'hui, son action à la ville de Paris, malheureusement, c'est difficile de le maquiller. La France entière se rend compte que il n'est pas brillant, moins qu'on puisse dire. Et donc, c'est vrai que quand on n'est pas capable de gérer une ville, quand on n'est pas capable de gérer sa voirie, je ne vois pas comment on peut prétendre gérer un pays. Un dernier mot là-dessus, je suis complètement d'accord sur la voirie, c'est un enfer. Comme je travaille à Paris, je subis ça au quotidien et je suis d'accord avec ce que vient de dire Pierre. Un mot sur le Brexit, Louis de Ragnel, parce qu'on vient d'apprendre que Londres va convoquer l'ambassadrice de France. Ça veut dire que les Britanniques prennent très au sérieux les menaces de sanctions émises par Paris. Dès mardi prochain, la France veut empêcher les bateaux anglais de débarquer dans les ports français, l'essentiel des ports français. Veut systématiquement contrôler tous les camions qui entrent, qui sortent. Donc ça veut dire que cette menace-là de sanctions que l'on agite depuis des mois au grand désarroi des pêcheurs français qui attendent qu'on se décide, elle est prise au sérieux par Londres ? Alors j'ai du mal. Enfin pour l'instant c'est pas très clair quand même parce que il y a deux manières d'analyser ce qui se passe. Il y a une dimension symbolique qui est forte. Effectivement, rappel d'ambassadeurs, les annonces du gouvernement français. Attention, on va sanctionner, on va tout contrôler. Et puis après dans les faits, très souvent nous Français, on est rarement des méchants. On sanctionne pas, on punit pas, on donne pas d'amende. Et donc honnêtement on a une logique assez bienveillante. Et il suffisait de regarder d'ailleurs notre relation avec justement la Grande-Bretagne au moment du Brexit. Où globalement, dans les mots, dans la posture, on avait un peu de fierté. Parfois, le gouvernement s'amusait à tenser les Britanniques. Mais après, dans la réalité, ça se passait globalement bien. Donc, on voit qu'il y a une petite escalade dans les relations diplomatiques. Je crois que c'est jamais arrivé depuis, je sais pas combien de temps, la convocation d'un ambassadeur, de l'ambassadrice de France par la Grande-Bretagne. Je crois que c'est jamais arrivé. Ouais, je crois que c'est assez historique. Donc, à Paris, ça va forcément être mal interprété. Mais on sait bien que Emmanuel Macron comme Jean Castex ne veulent pas déclarer la guerre aux Anglais. Ensuite, ce qu'il faut aussi souligner, c'est qu'avec la Grande-Bretagne, il n'y a pas que ce sujet qui coince. Il y a aussi la question justement des migratoires avec la Grande-Bretagne qui refuse de payer ou alors qui dit vouloir payer mais qui ne le fait pas. La prise en charge, en tout cas, des migrants sur le territoire français, des gens qui veulent venir en Grande-Bretagne. Donc voilà, ça fait un sujet de plus et à mon avis, en tout cas, le problème n'est pas réglé. Geoffroy Lejeune. Moi, je me demande si nos élites européennes, dont fait partie Emmanuel Macron ainsi que Jean Castex, n'ont pas envie secrètement et un peu sournoisement de faire payer le Brexit aux Britanniques. C'est-à-dire que ça fait des années qu'on entend depuis 2016, vous allez voir ce que vous allez voir, ça va être la famine. Et aujourd'hui, il y a une forme de jouissance du fait que, par exemple, ils n'aient pas de dinde à Noël. Regardez, c'est leur faute, ils n'avaient qu'à pas mal voter. Et en fait, je me demande quel intérêt on a à continuer dans ce sens-là. Alors moi, je suis pour qu'on défende évidemment les intérêts de la France, il n'y a aucun problème. Mais juste que ce petit jeu me paraît un peu dangereux, surtout depuis la crise des sous-marins, où en fait on a compris que les Britanniques pouvaient très facilement être attirés par d'autres alliances qui parfois sont plus solides que les nôtres. Donc je vois pas tellement ce qu'on a à gagner. Et pardon. Ça a toujours été le rôle historique de l'Angleterre. Exactement. Voilà. La perfide Albion.
Pierre Licia. Non, mais effectivement, même les Britanniques, membres à part entière de l'Union européenne, ils ont toujours eu les yeux rivés vers leurs cousins outre-Atlantique. Et c'est ça qui nous a fait défaut dans tous les projets de construction de la souveraineté européenne, que ce soit en matière de défense, en matière d'énergie, plein de sujets comme ça. On a du mal à compter sur les Anglais. Après, je sais pas, moi, effectivement, on a le sentiment que le Brexit, se passe pas aussi bien que ce que à la fois les Européens et peut-être les Britanniques auraient espéré. C'est que certes, il y a eu un accord trouvé au forceps, mais que manifestement cet accord ne satisfait pas l'ensemble des parties, et en premier lieu desquels les Britanniques. Peut-être que cet accord, négocié par nos fonctionnaires européens, n'a pas été aussi idéal. Ne serait-ce pas la campagne des LR que l'on entend poindre sous vos propos, Pierre Licia, et Michel Barnier serait-il visé par vos propos? C'est vous qui Louis Dragnel. Non, mais bon, écoute, sur cette crise, pour l'instant, c'est de la posture. Il y a pas de rupture de confiance entre les deux pays. Il y a tous les accords de coopération bilatéraux fonctionnent. Il y a aucune menace. Donc voilà, ça monte. Emmanuel Macron aussi va monter dans les tours. Mais je suis persuadé qu'à la fin, on va trouver un accord. De toute façon, il y a pas de raison de déclarer la guerre à la Grande-Bretagne et dans les deux sens. Il y a bien d'autres sujets en Europe aussi qui sont importants. Ce qui se passe avec la Pologne, ce qui se passe avec la Hongrie. Mais pareil, on ne déclarera pas la guerre à la Pologne. Hein. Oui. Emmanuel Macron. Enfin, on les fait payer. Faut pas oublier. On les fait cracher au bassinet. Mais je pense qu'ils paieront pas. Première chose. 1 million d'euros par jour. Mais je pense qu'ils paieront pas. Et la deuxième chose, c'est que Emmanuel Macron fait très attention parce que il préside l'Union européenne à partir de janvier. Et vous voyez bien qu'il est complètement coincé. S'il allait pas être président de l'Union européenne dans quelques semaines, je peux vous dire qu'il aurait tapé comme un sourd sur la Pologne. Mais il veut surtout pas être celui qui divise l'Europe. Il défend la souveraineté européenne matin, midi et soir. Du coup, il est un peu coincé sur ce sujet. Je suis pas d'accord avec Louis, ça m'arrive peu souvent, mais là je vais le dire. Non, mais en fait, il a fait un grand discours au début de son quinquennat pour expliquer quelle Europe il voulait, et en fait, les autres pays européens n'en ont pas voulu. Donc aujourd'hui, je suis persuadé que justement, à quelques mois de la fin de son quinquennat, et avec ce rôle de président de l'Union européenne, il va être obligé de faire, comme très souvent d'ailleurs, de la symbolique. Et dans la symbolique, je pense que pour Emmanuel Macron, justement, taper sur la Hongrie, taper sur la Pologne et montrer que ça se passe mal pour les Britanniques parce que le Brexit, si le Brexit se passe bien, c'est une catastrophe pour son idée européenne à lui. Je pense que justement, il va, peut-être pas dans les faits, vous avez raison, se radicaliser. En revanche, dans les mots, donner l'impression que tout ça est très grave.